Eh bien, bienvenue sur cette première table ronde du Salon TechScare. Pour cette première édition, un programme riche avec des thématiques fortes qui concernent bien évidemment notre secteur, à savoir la formation, l'emploi, le recrutement, l'environnement. Autant de thématiques qui seront à découvrir au fil de la journée. Pour commencer, on va s'intéresser effectivement à la formation, l'attractivité et l'emploi de notre secteur d'activité, un enjeu majeur pour le secteur de l'entretien textile. Et pour nous accompagner sur cette première table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir 4 experts en la matière et je vais les laisser se présenter. Eric. Donc, Eric Normand, je suis le responsable du département formation du CTTN IREN. On est basé à Écully. On expose, on a un stand et on est un institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage. Karine. Bonjour à tous. Donc Karine Da Silva, je suis présidente et fondatrice de la blanchisserie Georges, blanchisserie spécialisée dans l'entretien de vêtements professionnels uniformes EPI. Voilà. Vincent. Vincent Chouquer, donc responsable de centre de formation au lycée Notre-Dame à Fontenay-le-Comte. Nous avons également un stand et j'interviens dans le cadre du développement des formations associées à l'entretien des textiles. Et Aude. Oui, bonjour. Aude Mongiard, responsable d'activité alternance chez Acto, donc c'est l'OPCO des entreprises justement de l'entretien textile. On a un stand également, espace formation et compétences. Oui, merci Aude. D'ailleurs, je vais peut-être dire 2 mots rapidement sur cet espace formation et compétences sur lequel vous retrouverez l'ensemble des réponses à toutes vos questions qui pourraient concerner ce sujet. N'hésitez surtout pas à aller consulter les professionnels qui sont sur cet espace. Une petite information, à savoir qu'un temps de questions-réponses est prévu bien évidemment avec les auditeurs à la fin de cette table ronde. Donc n'hésitez pas, il y a un micro qui circulera à poser vos questions. Temps d'échange qui, bien sûr, pourra se poursuivre ensuite dans les allées, sur les stands, bien évidemment. Et donc, on est parti pour notre première table ronde. Une petite introduction, simplement rappeler que la problématique d'attractivité des métiers de l'entretien textile, peut-être qu'il ne faut pas l'envisager comme une fatalité. C'est une thématique qu'on a déjà couverte par le passé, on le sait. Mais ça mérite, encore une fois, qu'on y revienne et surtout qu'on réfléchisse pour trouver des pistes d'action pour résoudre ce problème d'attractivité. Donc le sujet n'est pas nouveau. Le fait est qu'il devient par contre prégnant parce qu'on a quand même des milliers de postes qui sont vacants dans nos entreprises, les petites comme les grandes, et une pyramide des âges en plus qui affiche un vieillissement croissant. Pourtant, on est sur un secteur à forte intensité de main-d'œuvre qui a des atouts. On est tous d'accord là-dessus. Diversité des métiers et des postes, variété des environnements d'intervention, par exemple pour ceux qui vont pratiquer la livraison à domicile ou qui ont des clients professionnels. La technicité, autant à la production que chez les fabricants spécialisés. Et les évolutions de carrière, tout ça, c'est peut-être trop de choses qui ne sont pas suffisamment valorisées. Donc je vais poser ma première question à l'ensemble de mes intervenants, à savoir... On va peut-être poser une définition. Qu'est-ce qui fait l'attractivité pour vous d'un métier? Je vais solliciter Karine. C'est sympa, Sandra, de me laisser commencer. Qu'est-ce qui fait l'attractivité de nos métiers? D'abord, ils sont utiles. Quand on parle, on entend beaucoup parler de quête de sens. Alors, c'est un mot à la mode, mais qui est une réalité. Je pense que faire un métier utile, voir les conséquences de notre travail jour après jour, c'est un vrai plus. En tout cas, chez Georges, ce qu'on défend, moi ce que je défends depuis le premier jour de la création d'entreprise, c'est de dire on charrie pas des kilos de linge. On entretient la tenue de Monsieur Dupont, qui est pilote, qui va prendre un vol tout à l'heure pour New York, qui va transporter 300 personnes dans son avion. Et ça permet aux gens de ne pas faire du tout le métier de la même manière. Donc c'est déjà à notre responsabilité d'entreprise que d'expliquer, d'exprimer clairement la valeur ajoutée de nos métiers. À partir de là, c'est aussi la pluralité de nos métiers, la transformation de nos métiers qui en font l'attractivité. En tout cas, c'est ce qu'on défend. On est une entreprise récente. On est passé de 0 salarié à 130 salariés en 6 ans. Il a fallu attirer des talents pour leur dire « venez chez nous ». Ce sont des métiers
beau, noble, intéressant, important. L'avant, l'après-Covid, forcément, a marqué pour tout le monde un choc social et sociétal très fort. Malgré ça, on arrive à recruter, et on arrive à recruter aussi dans des métiers qui sont a priori pas compatibles ou pas associés à la blanchisserie. Dans les 130 personnes, j'ai quand même 10 personnes en développement informatique. Donc j'ai de la tech, j'ai du dev, et je vous assure qu'aller chercher des développeurs informatiques aujourd'hui dans la tech et les emmener dans la blanchisserie, ça veut dire qu'il y a un sens à tout ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Donc j'y crois, je suis une éternelle optimiste, et je pense qu'on a de très beaux métiers. Voilà, il faut juste les mettre en lumière, il faut juste les exposer. C'est ce qu'on s'efforce à faire aussi sur les réseaux sociaux, et ouvrir nos portes, voilà, pour changer l'image de nos métiers. Eric, peut-être, tu veux réagir ? Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai que chez Georges, c'est un peu particulier, parce qu'ils se font un petit peu... c'est un peu le modèle du genre, on va dire. C'est un petit ovni. Mais par contre, ça me fait penser que pendant le Covid, il y avait ces fameux métiers invisibles que le Covid a pu rendre visibles. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des gens qui faisaient le nettoyage, etc. Et quand on va par exemple ce soir, là, je rentre à l'hôtel, il y a des draps, et ben, il y a forcément des gens qui vont les entretenir. Et ça fait aussi partie de ces métiers invisibles qu'il faut absolument rendre visibles. Donc je souscris à ce qui vient d'être dit. Oui, effectivement, comme tu dis, ça a permis aussi de faire sortir de l'ombre, je pense notamment aux blanchisseries hospitalières, qui ont été sur le front de façon très, très présente, en tout cas pendant cette période difficile. Vincent, peut-être ? Oui, écoutez, ce sont aussi des métiers en évolution technologique qui permet aussi d'évoluer dans sa carrière. Et je pense que les entreprises sont vraiment, enfin en tout cas les entreprises actuelles modernes sont dans cet objectif de développement de carrière, développement de compétences. Et à nous, organismes de formation aussi, d'accompagner et de répondre à ces besoins. Aude, quelques mots là-dessus ? En fait, alors, nous, ce qu'on essaye de faire et qu'on découvre au fur et à mesure qu'on est en lien avec les publics, puisque avec l'OPCO Acto, donc on a des collaborateurs qui vont dans les missions locales, qui vont dans les structures pour parler des métiers et justement faire la promotion des métiers de nos branches. Et ce qu'on découvre, c'est que les jeunes, notamment, connaissent très peu de métiers. On était au Salon Aventure des métiers la semaine dernière, dans le pavillon 7, pas loin d'ici. Et voilà, les jeunes, ils connaissent aucun métier, il faut leur faire découvrir. Et alors, souvent, les retours qu'on a une fois qu'ils sont entrés dans les métiers qu'on leur a fait découvrir, c'est que justement, c'était une chance, une opportunité qu'ils n'avaient pas du tout imaginée. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attache à faire connaître encore et encore des métiers qui paraissent déjà ancestraux, mais finalement qui sont très, très méconnus. Comme vous le dites. Et effectivement, faire connaître aussi qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui changent et qui évoluent. Souvent aussi, les jeunes, ils ont une image très ancienne de chaque métier. Et donc, du coup, c'est ce qu'on contribue à faire quand on va à leur rencontre. Éric, tu voulais réagir ? Oui, je rebondis pour dire qu'il faut aussi parler aux jeunes, mais surtout aux prescripteurs. C'est-à-dire à ceux qui vont orienter ces jeunes. Il faut vraiment aussi beaucoup parler aux enseignants. Parce que les enseignants, nous, on en rencontre souvent et qui disent « mais c'est vrai, on n'avait pas pensé à ce métier-là ». Donc, il faut vraiment parce que les jeunes, il faut changer tous les ans. On change tous les ans de public, tandis que ces gens-là, ils sont là en permanence. Vincent ? De façon très concrète, nous, en tant que lycée, on le fait. C'est le message que l'on porte dans les collèges, en particulier lors des portes ouvertes, des présentations de formation, en particulier sur les 4e et 3e. Ce sont des jeunes qui sont très sensibles en fait à être dans le savoir-faire et on organise en particulier des immersions dans les ateliers techniques. Et en général, un jeune qui fait avec ses mains voit la chaîne de la réception du linge, le tri, le nettoyage jusqu'au bout, jusqu'à la remise au client. Donc sur une journée, il sort de l'atelier, en général, il est convaincu. Donc ce travail, il faut le poursuivre. Et il est fondamental. Karine, tu voulais réagir ? Oui, il y a les jeunes et il y a les moins jeunes aussi. C'est vrai. Alors, bien sûr, les jeunes, mais les moins jeunes aussi, parce qu'il paraît qu'on va travailler plus longtemps. Et il paraît qu'à 50 ans, on n'est pas foutu, ni à 60.
et que, en tout cas, la reconversion professionnelle, la réorientation professionnelle, on a beaucoup bossé, nous, avec Pôle emploi là-dessus, et on a des réussites formidables. Donc aussi sur des publics moins jeunes. Et c'est la mixité ensuite intergénérationnelle qui va faire, j'espère, la continuité de nos métiers. Donc c'est aussi un public à surtout pas négliger parce qu'ils sont très présents et ils représentent, je pense, une part non négligeable de demandeurs d'emploi aujourd'hui. Mais je pense que là-dessus, Vincent pourrait peut-être compléter, justement. Oui, juste une remarque. À 50 ans, je confirme qu'on n'est pas terminé. Ah, mais je suis d'accord. C'était pas ça que je pensais. Mais... Okay. Non, mais tout à fait. Le travail sur le public, on va dire, plus expérimenté ou en reconversion, c'est aussi... En reconversion, c'est aussi une possibilité de sourcing, puisque le sujet, c'est le sourcing pour développer l'activité. Et nous y travaillons avec acharnement. Oui. Aude. Alors, moi, je voulais revenir sur le fait que s'il y a des entreprises que ça intéresse d'ouvrir leurs portes, effectivement, on fait comme monsieur, on va dans des collèges, des lycées, mais aussi on organise des visites d'entreprise et on manque encore d'ambassadeurs, nous qu'on appelle les ambassadeurs métiers. Il est possible de s'inscrire sur un site, en fait, pour être au contact du public qui voudrait s'intéresser à vos métiers. Donc ça, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand, on vous expliquera la démarche. Et par ailleurs, du coup, j'ai oublié ma deuxième idée. Oui, c'était vous dire qu'effectivement, pour les plus anciens, et c'est ça aussi l'attractivité des métiers, je trouve, c'est de savoir qu'on va pouvoir aussi se former une fois qu'on aura commencé un métier, de se dire qu'on pourra se former. Et c'est justement à ça que sert l'OPCO, c'est de financer la formation de vos salariés. Et ça, c'est important parce que justement, je pense que rentrer dans une branche et savoir que tout au long de sa vie professionnelle, on va pouvoir évoluer totalement, c'est rassurant par rapport peut-être à d'autres branches où finalement on va rester toujours à faire le même métier. Là, on sait que c'est des branches dans lesquelles on va pouvoir largement évoluer et donc ça, c'est important pour l'attractivité, je pense. Donc vous avez un peu empiété sur ma deuxième question qui était, dans notre cas, comment dépasser cette problématique d'attractivité. On a bien compris qu'il faut changer d'approche, comme Karine nous l'a fait comprendre. On a bien compris qu'il fallait aller travailler au plus près des orientations. Ça, on le voit également à travers Eric, à travers Vincent, à travers Aude, et aussi à travers Karine, du coup. Mais est-ce qu'il y a d'autres pistes à envisager pour justement remédier à ce déficit d'image? Comment on peut aller chercher ces gens-là? J'ai envie de faire un mauvais jeu de mots, en toilettant un peu peut-être l'image qu'on a de nos métiers. Des idées ? Les idées qui ont été données par la branche, notamment, c'est de créer aussi des certifications qui correspondent aussi aux besoins vraiment des entreprises et aussi qui permettent de former les personnes de manière rapide. C'est-à-dire qu'on se base sur déjà les compétences qu'elles ont déjà acquises dans leur carrière, si elles ont déjà eu une carrière ou en tout cas les compétences qui existent déjà. Et là, on complète, c'est le contrat, par exemple, de professionnalisation, le contrat ProXP. Là, c'est ça, par exemple, la branche de l'entretien textile l'utilise beaucoup parce que du coup, ça permet d'avoir une formation sur mesure. Donc, on fait ça avec des organismes de formation architectes. Ça permet de compléter déjà les connaissances de la personne. Donc ça permet aussi d'attirer des personnes qui ne se seraient pas vues aussi reprendre complètement une formation totalement pendant 2-3 ans pour se retrouver à nouveau à niveau, quoi. Ça permet de se reconvertir, par exemple. OK. Alors, nouvelle question, et je vais commencer par Karine encore. Quels sont les changements actuels auxquels font face les professionnels et les RH dans la culture managériale ? J'allais dire que c'est presque chaque entreprise, j'imagine, a sa vision de la culture managériale, ça c'est sûr. Chez nous, en tout cas, je peux au moins vous parler de cette expérience-là. C'est bien ça qui m'intéresse parce qu'on a parlé de l'approche et je pense que ton approche est innovante. En fait, pour moi, une entreprise, c'est le moyen de réaliser en groupe ce qu'on est incapable de faire tout seul. C'est valable pour n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur d'activité. C'est la puissance du collectif au service de l'épanouissement individuel. À partir du moment où on est dans cette philosophie et culture, il y a beaucoup de choses qui peuvent transparaître. Et alors, des fois, on paraît un peu extraterrestre dans le milieu parce qu'on fait beaucoup de choses qui peuvent sembler à côté de nos métiers, mais qui sont en fait juste révélateurs
du bien-être ou de l'épanouissement personnel. Quelqu'un qui choisit un job aujourd'hui, bien sûr, on parle de sens, mais en fait, il y a deux visions pour moi dans cette notion-là. C'est un, qu'est-ce qui fait que tous les matins, je vais me lever avec envie d'aller travailler pour cette boîte et pas une autre? Et ça, c'est quelque chose de très personnel. C'est les leviers de motivation intrinsèques à chacun d'entre nous. Perso, moi, si je m'amuse pas, je vais pas me lever. Et ça, c'est moi, personnellement. Mais j'ai d'autres salariés, ça va être de trouver un lien social, de pouvoir occuper sa journée à quelque chose d'utile, etc. Donc, il y a tout un chacun à cette réflexion à mener à titre individuel. Et puis, il y a l'impact collectif que le travail groupe va permettre d'avoir sur la société, l'environnement, l'utilité sociale, le lien, toute cette partie que l'on appelle sens et qui est plutôt l'impact collectif d'une organisation telle qu'une entreprise. C'est valable pour notre secteur, mais c'est valable, je pense, pour tous les secteurs d'activité. Donc, quand on a ces deux points quand on avance managérialement avec ces deux visions en parallèle et en permanence, je ne dis pas qu'on est parfait, loin de là, hein. Mais ça permet en fait d'être attentif à l'individu au service d'un collectif qui va permettre de servir un impact plus grand. Voilà. Et on essaie aussi de penser à la gestion de carrière. Parce que quand on rentre opérateur de production en blanchisserie, on se dit, bah, ok, d'accord, je vais remplir des machines, vider des machines toute ma vie, ça va être génial. Oui, c'est vrai que comme ça, sur le papier, ça démoralise 95 personnes, 99% des gens. Hein. Même moi, je ne me suis pas levée à 7 ans en rêve de petite fille en me disant chouette, je vais laver des culottes sales toute ma journée. Hein. Voilà, faut être honnête, c'est quand même pas le truc le plus sexy qui existe. Donc, pour le rendre sexy, utile et intéressant, c'est de se dire, en tant que gestion de carrière, je rentre, je suis débutant. Puis, nous, on est en train de bâtir un parcours interne à Georges qui est de dire, ta carrière, elle peut s'opérer en 4 étapes. Tu rentres, t'es débutant. Ensuite, bah, tu es confirmé parce que finalement, on te reconnaît dans la catégorie de métier pour laquelle tu es entré. Puis, tu vas devenir un professionnel. Puis, tu vas devenir un expert capable de transmettre et de pouvoir aider tes autres collègues à entrer et à continuer l'aventure collective. Et puis, bah, tu peux devenir chef d'équipe. Et puis, tu peux devenir responsable d'unité de production. Et puis. Donc, c'est donner aussi une vision sur je démarre, mais je peux avoir un parcours. Et ça, c'était important pour nous parce qu'on s'est dit, mais bon sens, il n'y a rien de pire que de ne pas avoir d'horizon. Il n'y a rien de pire pour les êtres humains que de se sentir bloqué dans un précaré qui n'évoluera jamais. Et après, nos métiers, ils sont aussi technologiques. Moi, il n'y a pas un trimestre où j'ai pas une formation interne à réaliser parce qu'on vient de changer un élément de notre logiciel, parce qu'on va rentrer une nouvelle typologie de client qui va impacter notre chaîne de production. Et tout ça, ça veut dire que c'est extrêmement mouvant. Et c'est ça qui fait... Alors parfois, on me dit, calme-toi parce que ça bouge trop et on est fatigué. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est de se dire que c'est en perpétuel mouvement. Voilà. Donc ça, je pense que ça rentre dans la culture managériale et ça rentre dans le dynamisme de nos métiers. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ou pas? Oui, j'ajouterais juste un élément peut-être sociétal un petit peu. Chez notre jeunesse, notre jeunesse, elle apprécie de travailler par projet. Et en fait, à chaque étape de leur parcours, hein, il faut leur donner des challenges. S'il n'y a pas de projet quelque part, s'il n'y a pas d'horizon, comme tu as très bien dit, ben, quelque part ça n'avance pas. Voilà, c'est mon petit commentaire. Oui, nous, on a eu récemment un événement dans lequel on avait Opinionway, l'institut de sondage qui avait réalisé un sondage auprès des jeunes justement, et notamment ça reprend ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il est apparu quand même que beaucoup de jeunes recherchent dans l'emploi effectivement de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de ne pas rester enfermés. Il y a pas mal de gens qui ont été quand même traumatisés, et surtout chez les jeunes, d'être restés enfermés pendant le Covid. Du coup, des emplois comme ça où on n'est pas en télétravail, il faut savoir que les jeunes, ils sont à la recherche d'emplois où on n'est pas en télétravail. Aujourd'hui, vous avez de nombreux apprentis qu'on met en télétravail. C'est une angoisse pour eux. Et donc, justement, ils sont plutôt à la recherche de branches dans lesquelles on va pouvoir avoir en fait une relation avec des collègues. Ça paraît dingue, mais voilà. Donc, comme quoi, il faut y penser parce que ce n'est pas forcément la vie des gens qui sont plus dans les 40 ou 50 ans. Ok. Eric, tu veux réagir ? Mettre en avant les parcours dans le management, c'est très très important. Et c'est vrai que peut-être c'est pas fait suffisamment. Je me souviens d'un apprenti, d'un jeune qui s'est présenté chez nous, qui ne connaissait pas du tout ce qu'était le pressing,
qui a fait sa formation de pressing en apprentissage, qui finalement, à un moment donné, a eu des responsabilités dans son pressing, et il est parti en Angleterre monter des conciergeries. Donc pour quelqu'un qui ne connaissait pas le pressing au départ et qui ne savait pas ce qu'il allait faire, c'est quand même un parcours et d'une à mettre en avant en disant voilà, on ne s'enferme pas dans ce type de métier. Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut faire passer. D'accord. Je pense que par rapport aux questions suivantes que j'avais envie de vous poser, on est en train déjà d'anticiper là-dessus. C'est autant de choses qui peuvent s'inscrire, je pense, aujourd'hui dans ce qu'on appelle la marque employeur. On en parle beaucoup. Est-ce que par rapport à ça, les nouvelles approches managériales, ça peut s'inscrire là-dedans? On est d'accord, Karine, tu es d'accord? Ça peut s'inscrire complètement dans la marque employeur. La façon dont on va mettre en place une stratégie pour justement recruter et fidéliser son personnel, qui est une vraie problématique aujourd'hui dans notre secteur d'activité. Recruter, ce n'est déjà pas facile, mais on a aussi du mal, beaucoup, à garder nos employés. Donc, est-ce que dans justement cette stratégie à repenser, il y a des leviers qu'on peut imaginer, activer, auxquels traditionnellement on n'avait jamais recours, pour aller chercher ces gens-là, pour recruter? Alors, recruter, c'est une chose, et les fidéliser. Voilà, c'est surtout ça. C'est que dire, OK, les recruter, déjà, il y a du challenge, et une fois qu'ils sont là, c'est les garder. Parce que quand on a investi sur de la formation, que l'on a passé du temps, hein, et il en faut dans nos métiers quand même, ça paraît simple, mais pas tant que ça. Forcément, il faut fidéliser. Nous, on a regardé la convention collective, par exemple, qui nous disait gentiment l'ancienneté, c'est pour les cadres à partir de 5 ans, avec 3 jours de congé supplémentaires. Quand j'ai attrapé cette convention collective, je dis qu'est-ce que c'est que cette convention collective faite pour les cadres? On s'en fout, c'est complètement inégal. Donc on va casser ça, on va changer le truc. Et qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est déjà de l'ancienneté pour tous à partir de 3 ans. Et on a refait notre grille d'ancienneté en disant on va ajouter du salaire à partir de 3 ans, puis à 5 ans on fera salaire plus les jours de congé, puis à 7 ans on ajoute un peu plus encore de salaire, puis à 10 ans, puisque c'était la convention collective, on ajoutera salaire et congé supplémentaire. Quand on a présenté ça aux salariés, donc c'est aussi, il ne faut pas s'interdire de finalement partager, enfin en tout cas c'est ma vision en tant que chef d'entreprise, de partager la valeur du travail collectif. Quand on parle de sens et quand on essaie d'exposer aux salariés l'importance du travail collectif pour construire quelque chose de plus grand que ce qu'on ferait seul, c'est aussi en récupérer une part du gâteau. Alors, voilà. Et pour moi, ça, aujourd'hui, si on ne change pas les mentalités des chefs d'entreprise sur ce point-là, la sécurité économique est le levier numéro quand même 1, je pense, même si on parle de quête de sens et autres, à un moment, on a quand même besoin de sentir qu'on a la sécurité économique par notre travail. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, où on y est allé petit à petit, parce qu'encore une fois, on n'a que 6 ans et demi d'existence. Alors, comme je leur dis à tous, attention, on ne casse pas le jouet avec lequel on s'amuse tous les jours. Donc, on y va gentiment, mais sûrement. Et aujourd'hui, ça va faire 3 ans qu'on verse la prime de partage de la valeur, qu'on a mis en place cette notion d'ancienneté depuis le mois de septembre, qu'on a mis en place des tickets restaurants. Voilà. Donc, il y a aussi de se dire la valeur économique de nos métiers, la valorisation de nos métiers, elle passe aussi par la rétribution et ensuite tout ce qu'on va pouvoir mettre en place autour de la culture. Voilà. Et je pense que ça participe de la fidélisation. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont là depuis le premier jour de la création de l'entreprise et qui sont toujours avec moi. Et c'est une chance, mais c'est comme en amour, ça s'entretient. Je pense qu'il faut entretenir la flamme. Et donc ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le changement de l'approche managériale, en fait. Mais du coup, j'ai une question bonus. Ces managers, ces responsables, ces patrons, comment est-ce qu'ils s'informent et se forment pour changer justement cette culture ? Dans leur OPCO, avec leur OPCO. Et justement, ma question, c'est ça, c'est qu'est-ce que la branche fait pour eux? Alors, notamment aussi, ce qu'on propose, c'est justement, pour aller dans le sens que vous disiez, faire changer les mentalités aussi, c'est proposer de s'intéresser à recruter des personnes en situation de handicap. Nous, on propose des sensibilisations dans toutes les branches qu'on accompagne pour justement inciter les entreprises à s'ouvrir à ce type de public, parce que du coup, il y a en fait parfois des handicaps qui sont en fait presque
qui ne me pose pas de problème. Ça dépend en fait de l'emploi qu'on doit occuper. Et finalement, souvent, il y a un peu une peur de se lancer en se disant ça va être compliqué. Et en plus, il y a plein d'aides, un accompagnement de la GFIP là-dessus. Donc, on est justement, on a une convention avec eux et avec leur soutien, on va au devant des entreprises pour leur expliquer. Donc, voilà, pareil, venez prendre des renseignements sur notre stand. On vous expliquera tout ça si ça peut vous intéresser. Mais c'est un bon moyen aussi de s'ouvrir à de nouveaux collaborateurs potentiels. Oui, et sur la thématique, pour pouvoir garder justement son personnel, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui disent on ne peut pas, parce qu'on pense par exemple à des pressings, et ils ne peuvent pas envoyer leur personnel en formation, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise, donc en fait elle va manquer à un moment donné. Mais il y a des gens qui ont travaillé 10 ans, 15 ans, et auxquels ils peuvent accéder quand même à une reconnaissance par la VAE. La VAE est quasiment pas utilisée dans la profession. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on apprenne, je dis on apprenne, vous voyez, je mets dedans, à activer, hein, que ce soit les organismes de formation. Parce que la VAE, c'est non seulement la reconnaissance d'un parcours, mais ça peut donner aussi accès ensuite à la personne à d'autres formations derrière. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir, qui n'a aucun diplôme, et puis qu'on lui dit vous avez un CAP, ça peut peut-être lui donner après accès à un bac pro. Donc c'est quand même très important parce que ça rentre effectivement dans ce qu'on dit, donner une perspective aux gens. D'accord. Et ça me permet d'enchaîner avec la question suivante justement, sur la perception que les professionnels ont de la place de la formation continue dans le secteur de l'entretien textile. Est-ce que c'est quelque chose qui paraît suffisamment clair, accessible et puis, est-ce qu'ils ont cette conscience que finalement, la formation continue, ça permet de rester compétitif ? Oui, et de faire évoluer ses salariés. Enfin, par exemple, la branche a créé des CQP qui sont justement, c'est la volonté, c'est justement que les salariés puissent se former pour évoluer en fait au sein de leur entreprise. Mais c'est vrai que ça m'intéresse d'avoir la réponse d'une entreprise de... Quelle connaissance. Parce que souvent, on a le nez dans le guidon quand on est une entreprise et on ne prend pas le temps de s'intéresser à ces sujets, ce qui est tout à fait normal parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer déjà dans une entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer en fait, sur les personnes qui sont justement les collaborateurs d'Acto. On est là pour ça, pour vous accompagner là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Je pense que des fois, ce n'est pas connu, c'est méconnu aussi. Alors, merci d'avoir allumé une petite lumière au fond à droite de la VAE, parce que moi je la zappe celle-là, donc c'est pas bien, mal, vilaine. Oui, en effet, la formation, ça fait partie, mais là aussi, hein, moi je suis autodidacte, je suis pas arrivée, j'ai pas un bac pro entretien textile, ni un CAPE entretien textile, ni rien du tout. Moi je suis arrivée dans ce milieu, j'y connaissais pas grand-chose. J'arrive de 20 ans de pays, donc je connaissais quand même un petit peu le textile. Mais donc cette notion et cette culture de on doit se former tout le temps, c'est aussi lié du coup à mon parcours personnel. Du coup, je pousse les salariés à se former en permanence. Tant et si bien qu'on est en train de recruter aujourd'hui un formateur industrie en interne parce qu'on a 7 sites de production en France, un 8e qui arrive début d'année prochaine. Et qu'avec 8 sites partout en France, on a aussi besoin de former les nouveaux et former, reformer, déformer les anciens. Donc ça, c'est une vraie culture de l'apprentissage permanent et de l'évolution. Après, on a des technos qui bougent très vite. Je parle de l'IT et de la tech, puisqu'on bouge très très vite aussi. Donc c'est une nécessité absolue. Et ça participe aussi de la valorisation des acteurs dans l'entreprise, de dire, ne serait-ce que la reconnaissance et mettre en place le parcours qui dit, tu vois, tu étais débutant, mais maintenant tu es confirmé, parce qu'on a reconnu que tu sais faire ça, ça, ça et ça et ça, et que tu vas pouvoir passer à l'étape d'après. C'est ce que vous vivez, c'est ce que vous pratiquez évidemment aujourd'hui dans la formation, mais c'est, à mon sens, complètement indispensable tout au long de sa vie et quel que soit le métier. Les managers, nous, on n'arrête pas de leur passer des cycles de formation parce que le discours managérial évolue, sociologiquement, ça évolue, la société bouge. Et si on avait le guide parfait du super manager, c'est un peu comme le guide parfait du bon parent. Je pense qu'on l'achèterait tous et on serait tous des clones. Donc voilà, il y a toutes ces imperfections qui font la richesse et la vie d'une entreprise, mais qui nécessitent effectivement de se former tout au long de la vie. Ouais. Ça me permet de rebondir, Karine, ce que tu dis sur... on parlait des stratégies pour attirer, retenir les talents dans l'industrie de l'entretien textile.
Ça me fait penser à la question du sourcing. Et tout à l'heure, tu disais, moi j'ai des besoins dans la tech. Comment tu vas chercher ces talents-là? Est-ce que tu es obligé de guetter la sortie des classes? Ça se passe comment? On parlait de projet tout à l'heure. On parlait de profil. Et on parle de profil. Il y a des métiers qui se cooptent très bien. Pour se coopter, il faut être convaincu. Donc déjà, c'est convaincre ce qu'on a en interne parce que ce sont les ambassadeurs de notre propre entreprise. Pour ça, nous, on a mis en place une prime de cooptation. Ça paraît simple comme ressource, mais en fait, c'est de dire, OK, va me trouver tes potes qui sont dans le talent que je cherche, et c'est gagnant-gagnant. Et ça marche. Donc c'est aussi une méthode de recrutement. Ensuite, aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans les métiers de production, on avait du mal à les faire venir à nous. Pourtant, il y a des gens qui cherchent du boulot et nous, on a des places qui ne sont pas pourvues. Donc là, moi, j'ai dit à mes RH, vous allez arrêter la méthode traditionnelle qui me gonfle et qui ne marche pas. On va sortir dans la rue, on va inventer des trucs qui font qu'on va aller au contact des gens qui ne poussent pas la porte d'un pôle emploi, qui ne vont pas nécessairement sur les réseaux sociaux pour voir qu'il y a des offres. On va aller les chercher là où ils sont. Voilà, donc on est en train de bouger les lignes pour dire sortons de nos... Je veux plus recruter avec du CV, ça sert à rien, tout le monde dit la même chose, tout le monde a fait des super expériences, c'est génial, moi je veux rencontrer les gens, et on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, c'est celle-là qui compte, et en général c'est aussi une bonne méthode. Donc voilà, c'est de casser les méthodes traditionnelles et de dire aujourd'hui on recrute plus comme on recrutait il y a 10 ans. Et ça veut dire qu'il faut aussi que l'employeur sorte de ses murs, parce que c'est, à mon avis, terminé le temps où on poste une annonce et on a 500 personnes devant la porte. Voilà. Donc il faut aussi casser ces méthodes-là et sortir, aller montrer nos métiers, ouvrir nos portes, à l'inverse, les inviter. Nous, on est en train de concevoir un challenge pour dire porte ouverte avec des jeux, venez découvrir nos métiers chez nous. Parce que c'est comme ça qu'on éveillera la curiosité des gens et se dire ah oui, tiens, j'y ai pas pensé, mais finalement, ça peut être pas mal de faire ce métier. Oui, puis par les diplômes aussi, ça attire beaucoup. En fait, parfois, quand on rencontre des publics, ils vont nous dire, par exemple, on représente la branche de la propreté, ils vont nous dire on va passer un diplôme pour faire du ménage. Mais en fait, ça va être une vision de quelqu'un qui n'est pas encore dans le milieu, mais ceux qui sont déjà dans le milieu, ils disent en fait, ça donne du sens à ce qu'on fait, et surtout ça nous donne une considération, parce que ça prouve que ce qu'on fait, c'est pas juste on nous a pris comme ça et n'importe qui pourrait le faire. On a vraiment une formation pour faire ce qu'on fait, et donc vraiment les diplômes, ça contribue à ça aussi pour attirer davantage. On parlait tout à l'heure de parcours de développement de compétences. Je pense qu'il faut effectivement rendre agile aussi cette proposition, et donc d'être à l'écoute effectivement des besoins des entreprises et des acteurs, effectivement, qui sont au plus près des publics peut-être un peu éloignés de l'emploi. Et les organismes de formation, elles se doivent de travailler encore plus en lien avec les entreprises. Je pense que ce temps-là, il doit aussi changer. Les deux mondes, la formation d'un côté, l'entreprise de l'autre, l'école très très éloignée. On est dans cette dynamique. Je crois qu'il y a eu un changement depuis la loi de 2018 sur l'apprentissage, et il faut encore pousser le système pour aller l'étendre à tout ce qui est formation continue, possiblement en passant par des possibilités de modularisation, puisque ce n'est pas non plus donné à tout le monde d'atteindre un diplôme, une certification. Mais si on découpe, si on y va petit à petit, évidemment avec l'entreprise, sur le rythme de l'entreprise, je pense que ça peut fonctionner. On a parlé tout à l'heure de la VAE, on n'a pas encore parlé de l'alternance. Quelques mots peut-être aussi sur cette autre façon de rentrer dans une entreprise. Alors, je vais commencer par être un peu négatif sur l'alternance, puisque le gros problème qu'on a actuellement, je parle pour les métiers du pressing par exemple, c'est le sourcing. C'est-à-dire que les entreprises, mais on en a plein à Lyon, je sais qu'il y en a plein à Paris, tout le monde recherche des alternants et on n'arrive pas, donc on revient à ce que l'on disait tout à l'heure, on n'arrive pas à tirer effectivement des jeunes sur cette alternance. Et pourtant, c'est quelque chose. J'ai donné un exemple tout à l'heure du jeune qui était parti monter des entreprises en Angleterre. C'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est-à-dire que ça, c'est reconnu vraiment par tout le monde, y compris par la profession. Donc,
il va falloir trouver. Alors donc, se pose le problème du sourcing, et je pense qu'une des réponses qui existent, c'est de travailler, de faire parler aussi les filières entre eux. C'est-à-dire que là où on arrive à avoir des apprentis, c'est quand, par exemple, une filière couture, où ils n'arrivent pas à trouver des débouchés forcément non plus, eh ben, ils peuvent être orientés vers les métiers, par exemple, du pressing, de la blanchisserie. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion, mais complètement globale, justement, pour pouvoir essayer de pallier. Parce que le sourcing, il n'y a pas que nos métiers qui ont ce problème-là. Il y a beaucoup de gens. Il faut être aussi inventif, comme vous le disiez tout à l'heure, aller les chercher peut-être d'une manière différente, parce que de toute façon, c'est comme ça. Voilà, en ce qui me concerne. Oui, justement, Acto essaye aussi de travailler avec les branches sur ce sujet, parce qu'en fait, il va falloir aussi faire connaître les métiers qui recrutent aux organismes de formation qui font de l'alternance. Là, on a commencé à lancer les actives alternances justement sur ce sujet. On va inviter des centres de formation d'apprentis pour leur présenter en fait nos branches et leur montrer que peut-être s'ils partent sur ces métiers-là, ils auront en tout cas des entreprises derrière pour recruter. Parce que ça passe aussi par là. On a aujourd'hui, quand on fait les cartographies de formation, on va parfois avoir une demande très forte d'entreprises sur un territoire et on a très peu d'organismes de formation derrière qui proposent la formation attendue par les entreprises. Ça, c'est vraiment un enjeu effectivement qui a été lancé en 2018 et qui doit se poursuivre. Et puis peut-être l'ouverture tout au long de l'année aussi des formations qui pour l'instant sont quand même basées sur le rythme scolaire. Ça, c'est un problème aussi. Aujourd'hui, on convaincrait quelqu'un de rentrer dans une formation. Il faut qu'il attende septembre prochain maintenant pour rentrer. Donc, il peut changer d'avis très vite. Alors nous, au CTTN, là, on a essayé de répondre un petit peu à cette problématique-là avec d'autres, y compris avec des lycées, où effectivement, on s'était aperçu que les gens qui rentrent... Un des freins, on a imaginé qu'un des freins pour rentrer en alternance, c'était les jeunes avaient du mal à se projeter sur 2 ans. Donc, on dit on va essayer de proposer quelque chose sur 1 an. Alors, il y a 2 manières de procéder. Soit les gens ont déjà un diplôme, et dans ce cas-là, ils peuvent faire un CAP en 1 an, par exemple, si on parle du CAP. Mais ça veut dire qu'ils ont déjà été diplômés. Mais ça ne résout pas le problème de ceux, effectivement, qui ne sont pas diplômés et qui n'arrivent pas à se projeter dans un métier qu'ils ne connaissent pas en plus, et sur 2 ans, donc c'est un frein. Donc avec 5 à sec, qui avait aussi bien identifié ce problème, ils nous ont proposé effectivement de créer un titre certifié sur 1 an, donc, où là, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes, qui répond aussi à ce qui a été dit tout à l'heure, qui est construit en bloc de compétences. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir tout d'un seul coup, mais on peut l'avoir. Donc il y a la réception, il y a l'entretien, et puis il y a la finition. En gros, c'est les 3 blocs de compétences, de manière effectivement à assouplir assouplir le recrutement. C'est pas parce qu'on fait ça que ça fonctionne bien, parce qu'il y a multifacteurs qui doit marcher, mais je pense qu'il faut qu'on soit inventif partout et dans tous les établissements. Je pense que toutes les expériences qui sont faites d'un établissement à l'autre, il faut vraiment qu'on ait aussi cet esprit de partage et puis pour pouvoir effectivement d'expérience en fait. Oui, je crois que c'est effectivement important de partager sur l'expérience. Puisqu'on fait quand même de la formation depuis un moment. Et je repense quand même à cette agilité. Pour moi, c'est le maître mot. Il faut qu'il y ait une agilité sur la construction des parcours, sur la proposition de formation et aussi sur la planification des parcours. C'est quelque chose qui est fondamental. Effectivement, on ne peut pas être contraint par un calendrier scolaire. Et je suis un petit peu encore enseignant en lycée, donc je sais de quoi je parle. Je pense qu'il faut qu'on passe ce cap, on dépasse ce cap, mais une cartographie par module, avec évidemment le concours des branches professionnelles, je pense que c'est tout à fait la solution, évidemment à l'écoute des entreprises. Voilà, l'adéquation entre un parcours personnel pour n'importe quel profil, moi je suis sûr que c'est possible, mais il faut bien travailler la cartographie. Moi j'adore ce discours-là, parce que c'est effectivement la carte, on va dire, le parcours professionnel adaptatif en fonction des besoins des entreprises, il est clé. Voilà. Aujourd'hui,
pourquoi est-ce qu'on se pose la question d'internaliser une partie de la formation ? C'est tout simplement parce qu'on ne se retrouve pas nécessairement dans les propositions qui nous sont faites par ailleurs. Et qu'on a des besoins, et que les besoins liés à la croissance et la rapidité avec laquelle il faut qu'on intègre les collaborateurs et les forme, le calendrier de l'entreprise n'est pas nécessairement compatible avec celui du calendrier scolaire. Voilà. Donc oui, ça c'est ces coopérations et démontrer l'agilité aussi de la partie formation en adéquation avec de l'alternance et du besoin pro. Parce que se former, l'objectif c'est de trouver un job derrière, enfin a priori, ou en tout cas les compétences pour préserver ou trouver un nouveau job. Voilà, c'est ce dialogue-là qui parfois manque un peu. Et alors on en est aussi responsable entreprise parce qu'on ne fait pas l'effort de pousser les portes et de poser les questions. Et puis souvent, il y a des lourdeurs qui font qu'on se dit ok, on va faire. Et puis voilà. Mais alors qu'il y a des choses qui existent et qui sont performantes. Et tu anticipes sur une des questions que je voulais vous poser justement, je m'étais noté ça, cette logique d'apprentissage permanent implique-t-elle une amplification du rôle des entreprises dans la formation ? On est en plein dedans et on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, la question c'est de quelle manière aujourd'hui est-ce que les organismes de formation et les entreprises réussissent à se trouver et à matcher, à discuter pour pouvoir élaborer un plan d'action qui soit cohérent et qui convienne à tout le monde, en fait. Hein. Parce que l'objectif, il est le même pour les deux. Hein, c'est de former et faire en sorte qu'une personne, au bout, trouve un emploi. Et tant qu'à faire, s'épanouisse. Oui, il faut vraiment que les entreprises, elles reprennent la main. Ça, vraiment, c'était l'objet de cette réforme qui avait été proposée, c'était que l'entreprise revienne au centre, vraiment. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on observe en tant qu'OPCO, c'est qu'encore trop souvent, les entreprises, en fait, se laissent guider. Alors, il n'y a pas de souci avec ça, par les organismes de formation, etc. Mais c'est dommage. Il faut vraiment avoir cette réflexion, une réflexion assez neutre au départ, avant d'aller vers l'organisme de formation. Il faut bien voir quels sont les besoins. Et ça, vous pouvez le faire avec votre OPCO. Et voilà. Nous, ce qu'on trouve un peu dommage souvent, c'est que c'est aiguillé et finalement, ce n'est pas assez complet. Ce qui est proposé par l'organisme de formation qui, lui, forcément, a un intérêt à aller plus vers une formation qu'une autre. Et pour revenir sur la formation, l'alternance, la VAE, etc., on assiste depuis maintenant quelques années à l'émergence du 4.0 et ça fait appel aussi à des nouveaux talents, des nouveaux profils. Et en fait, quel défi finalement tout ça peut représenter pour le marché de l'entretien des textiles ? Parce qu'il faut les trouver, ces gens-là. Aujourd'hui, le métier, c'est pas le même qu'il y a 20 ans. Et qu'on soit dans un pressing comme dans une blanchisserie industrielle, en fait, très clairement. Donc, qu'est-ce qui existe finalement comme défi et comme enjeu et comme perspective par rapport à cette problématique-là de renouvellement des métiers, des compétences, des profils voilà. Ça, c'est vraiment, justement, c'est une belle opportunité de pouvoir attirer de nouveaux profils et c'est justement dès maintenant qu'il va falloir se battre pour faire connaître les métiers et comment ils ont évolué. C'est vraiment la problématique qu'on disait au début, c'est que la plupart des gens qui sont prêts à entrer sur le marché du travail ou qui cherchent actuellement un emploi n'ont pas du tout connaissance de ce que sont ces métiers, cette branche. Voilà, on parlait de l'attractivité, voilà. En fait, et je pense que ça en fait partie. Il faut sortir de cette image de production pure, en fait. C'est pas que ça, le métier. Et voir aussi que c'est des métiers qui ne sont pas du tout les métiers qu'on imagine, que ça se fait beaucoup avec des machines, qu'il y a des compétences, des connaissances à avoir, qui là peuvent peut-être davantage intéresser de candidats parce qu'ils ont été plus dans un monde dans lequel tout se passe avec l'écran et avec les ordinateurs. Et là, ça peut peut-être davantage parler. Voilà. Donc, il faut vraiment réussir à donner cette image. Donc, c'est pour ça que ouvrez vos entreprises pour montrer, parce que je pense qu'aujourd'hui, très peu de gens sont au courant, même les clients, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de comment le travail s'effectue aujourd'hui. Enfin, tu voulais parler ? Non, mais c'était justement pour dire que la formation continue s'adresse aussi aux responsables d'entreprise. Parce que les responsables d'entreprise ne sont pas forcément au fait justement de toutes ces avancées technologiques ou numériques, etc. Et je sais que dans certains coins de la branche de l'entretien du textile, il y a vraiment un énorme déficit, y compris pour des gens qui, quelquefois n'ont même pas d'ordinateur chez eux. Donc je vois que l'OPCO effectivement réagit, puisque effectivement ça nous pose aussi des problèmes pour les inscriptions aux formations, etc. Donc la formation continue s'adresse vraiment pas uniquement en formation initiale, mais à tout le monde. Il faut prendre le temps.
Non, mais du coup, nous, on est un peu des extraterrestres parce que chez nous, 50% du temps, on touche du linge, 50% des ordinateurs. Donc, nous, l'hyper-digitalisation de toute la chaîne, la traçabilité, la lecture en temps réel donnée à nos clients de où en est mon vêtement, à quelle étape de traitement, on en est, enfin, nous, c'est la base de notre travail. Et quand je recrute un opérateur de production, il faut qu'il soit rompu, ou en tout cas, s'il ne l'est pas, c'est sûr qu'on va le former sur la digitalisation. Pourquoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce que le client voit? Comment mon travail est lu par le client? Et cette orientation tout client, elle est capitale parce qu'un opérateur, nous on a un poste qu'on appelle IN, alors on a versé dans l'anglicisme malheureusement, mais au poste d'entrée du linge, c'est clairement la clé de voûte de tout le pilotage de l'article. Et un opérateur de production, c'est un opérateur intelligent qui va être capable d'orienter et de servir, et la satisfaction du client, elle rentre par ce poste-là, tout comme elle va rentrer aussi ou sortir après avec le livreur qui, lui, dans tout son parcours, que ce soit le chargement du camion jusqu'à la livraison dans le casier du salarié, va avoir des outils digitaux à utiliser. Donc, nos métiers sont des métiers aussi de la tech. Enfin, c'est une revendication forte pour ce qui est de notre entreprise, mais ça participe du changement d'image des métiers et de dire c'est fini, l'opérateur, mais c'est tout comme dans l'automobile, tout comme dans plein de métiers industriels aujourd'hui, cette hyper-digitalisation, elle amène une compétence supplémentaire et une valorisation supplémentaire et donc une technicité et complémentaire qui fait que le métier n'a plus... Enfin, en tout cas, n'a pas une image simple de je charge des machines et je décharge des machines, quoi. Et ça, c'est un point, je pense, c'est vraiment important de le rappeler. Il y a un savoir-faire technique, bien sûr, sur la capacité à savoir entretenir du textile. On est d'accord. Mais je pense vraiment qu'avec l'émergence du 4.0, et pas que d'ailleurs, et pas que en blanchisserie industrielle, c'est ça que je voulais dire qui est important, c'est que même un pressing aujourd'hui qui chercherait à développer ses activités en allant chercher par exemple du gîte, du Airbnb, il va devoir mettre en place un outil de traçabilité. Il va devoir être capable aussi de développer des nouvelles compétences, et pour ça, il faut se former. Et puis, il y a un dernier enjeu qui est quand même majeur, c'est l'impact environnemental de nos activités. Je sais que c'est d'autres sujets dans la journée. Absolument pas, tu as raison, Karine, parce que ça aussi, c'est des compétences dont on a besoin. C'est exactement ça. Et quand on travaille avec des opérateurs de production, avoir une réflexion sur la gestion de l'eau, avoir une réflexion sur la gestion de l'énergie, ils sont acteurs de la chaîne de valeur que l'on va produire et de l'impact qu'on va avoir sur l'environnement. Et ça aussi, ça veut dire que l'opérateur de production, bête et méchant, et l'image de l'opérateur qui réfléchit pas, c'est fini. Enfin, c'est terminé. Il n'y a plus de métier de production, à mon sens, qui ne doit pas faire appel à l'intelligence de l'humain. Et cette intelligence-là, elle se mesure à beaucoup d'actions de ce qu'il va être capable de mettre en œuvre. Et voilà. Et ça, c'est aussi c'est le rôle des entreprises que d'accentuer et de mettre véritablement la lumière sur cette compétence-là, sur cette valorisation-là, parce que c'est clé. Et c'est la performance de nos entreprises qui sont à la clé de cette intelligence collective aussi, et le bon sens de la production, c'est la clé aussi de la croissance des boîtes. Vincent ? Oui, non, j'entends aussi cette multicompétence nécessaire pour les employés de production. Et aujourd'hui, si on lit le référentiel les référentiels de façon très objective, voilà, on n'est pas sur, on n'est pas sur la complétion, on n'est pas sur la complétion des compétences. Je suis désolé, hein, mais voilà. Et du coup, c'est là où le rôle de l'organisme de formation est fondamental. Il faut absolument qu'il ait conscience de ses besoins en entreprise pour pouvoir peut-être apporter un plus justement aux jeunes, aux moins jeunes dans leur parcours de formation. C'est très important d'apporter autre chose que des simples compétences d'accueil, réception, nettoyage. Voilà. Il faut aussi aller sur de la tech, comme vous l'avez très justement dit. Et voilà, on a les outils techniques pour le faire, on les met en œuvre. Eric, tu voulais réagir? Non? C'est bon? Aude? Du coup, c'est justement c'est le rôle de l'OPCO qui est souvent assez méconnu aussi, que d'aller justement au contact des entreprises, donc rencontrer vos conseillers d'OPCO, pour leur faire part de vos besoins, parce que nous, justement, derrière, on est en lien avec les organismes de formation qu'on est chargé de financer avec les fonds de l'État, et du coup, on peut leur dire quels sont vos besoins.
plus on rencontrera d'entreprises, plus on aura un état des besoins et plus derrière on peut vraiment se mettre en lien avec les OF avec de vraies informations sur nos entreprises qu'on représente et pouvoir justement faire évoluer les choses dans le bon sens, il me semble. Ce qui me fait penser à une autre question, du coup, que je ne vous ai pas posée, mais ça me permet de rebondir. Sur les méthodes, finalement, de formation, qu'elles soient initiales ou continues, est-ce qu'il y a des innovations sur la façon dont on forme maintenant? Est-ce que, par exemple, le numérique permet ou donne accès à de nouvelles possibilités d'apprentissage? Oui, on va pouvoir effectivement proposer tout ce qui est e-learning. C'est très en vogue actuellement, donc formation à distance. Mais attention, ça ne remplace pas le savoir-faire ou le montrer. Il faut être évidemment sur un plateau technique pour faire les choses. On peut aussi travailler sur des propositions de capsules pédagogiques sur des thèmes bien précis, par des petites vidéos. On connaît les usages du smartphone dans notre quotidien. Quand on est par exemple en déplacement, eh bien, on peut aussi avoir cette perception de micro-formation sur des temps très très courts. Donc effectivement, l'apport technologique, elle est en cours, elle est en place. Et on peut aussi imaginer des outils de réalité virtuelle, réalité augmentée. On a tout un tas de champs à explorer. Je pense que voilà, c'est aussi en cours. Ok. Un mot de la fin? Non, moi j'en ai un sinon. Bah si, venez nous voir sur le stand où justement on parle de formation action par exemple qui répond à beaucoup de choses qu'on a dit, c'est-à-dire sur mesure, puisque pour vraiment aller dans le sens de ce qui a été dit, je pense que la formation, ça doit être forcément pensé complètement différemment que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, à la fois dans le temps, sur le rythme, etc. Et puis, il faut vraiment qu'on s'adapte. Il faut que les organismes de formation s'adaptent tout le temps, à la fois à la demande du client, mais aussi aux stagiaires, qui sont extrêmement différents. Il faut savoir que des fois, dans la même salle, on va avoir des stagiaires qui ne savent pas parler français, d'autres qui savent parler français, etc. Donc, on est obligé d'avoir des outils et surtout des méthodes qui s'adaptent. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, nous arrivons au bout de cette première table ronde. Je pense que vous avez compris que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est sur un secteur d'activité qui a tout un tas de métiers d'avenir. C'est là un peu la conclusion à laquelle j'arrive en vous ayant tous écoutés. Il suffit simplement d'en prendre conscience et de savoir vers qui se tourner, donc pour accéder à des formations. Penser et repenser, ça on l'a bien noté aussi, pour que chacun puisse trouver son compte. Karine, je sens que tu voulais dire quelque chose. Non, juste pour en tout cas une conclusion qui est que tant qu'on ne vivra pas tout nu, on a de l'avenir. C'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que nous sommes une filière d'avenir et il faut la porter avec force, enthousiasme, conviction. Parce que ça fera l'attractivité de nos métiers. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. On est tous habillés, donc on a du boulot. C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. On a un petit temps de questions-réponses avec la salle. Si vous avez des questions, j'ai vu un monsieur qui levait la main là-bas. Je vais vous... Ouais. Si on peut avoir un micro, s'il vous plaît. Merci. Apparemment, c'est moi qui vais jouer. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bernard Jacquet. J'ai les cheveux très blancs parce que j'ai plus d'années que tout. Et ce métier est un métier de passion. J'ai jamais travaillé de ma vie. Je me suis occupé. Maintenant, j'arrive dans le vif sujet. L'eau va être un liquide qui va nous coûter très très cher. C'est de l'or en fluide. Et on ne s'en rend pas compte. On est là, on balance tout au maximum maintenant avec de l'eau. Le meilleur, c'est de faire un cycle fermé, avec une machine qui va dégraisser et nettoyer en circuit fermé, avec de l'eau qui circule en circuit fermé, avec de l'eau qui sera donc économisée. Et s'il y a une consommation d'eau, elle sera juste utilisée pour le minimum à faire en lavage. Mais le mot lavage disparaîtra. Pourquoi? Parce que nous sommes habillés tous de synthétique. Et le synthétique n'est pas bon pour l'être humain. Est-ce que vous aviez une question, monsieur? Comment? Est-ce que vous aviez une question? Oui.
on ne parle pas justement de ce problème de l'eau au niveau du coût. Alors nous en parlons cet après-midi. Il y a une conférence qui est consacrée à la transition écologique et c'est un sujet que nous allons bien évidemment aborder cet après-midi à 14h. Je serai à l'heure. Mais je vous en prie, vous serez le bienvenu. N'est-ce pas, monsieur Normand? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pas d'autres questions? Moi, j'en ai une alors, éventuellement. On a parlé tout à l'heure, on a touché du doigt le principe de télétravail. Et je crois que c'est Aude qui disait que finalement, les jeunes étaient assez peu enclins à cette formule. Et pourtant, j'ai un chiffre. Excusez-moi. Oui. Non, mais alors attendez, moi je reprends. Ah non, mais c'est une question. Hein, c'est une question. C'est une étude qui est parue et qui dit que aujourd'hui, 41% des salariés refuseraient une offre d'emploi sans mode de travail flexible. Ah oui, c'est un peu différent, le mode de travail flexible. Et ça, c'est vrai que, pour rebondir là-dessus, on ne l'a pas dit, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont plus forcément attirés par le CDI ou même les CDD. En fait, beaucoup de gens veulent pouvoir travailler quand ils l'entendent, quand ils veulent se mettre en congé. Donc, c'est beaucoup recherché d'avoir aussi des postes très flexibles où, finalement, vous êtes auto-entrepreneur. Et du coup, ça sera à prendre en compte parce que finalement, effectivement, aujourd'hui, on n'attire plus forcément avec des CDI, mais plus quand on a des métiers qui peuvent nous permettre de devenir son propre chef d'entreprise, ce qui est le cas dans cette branche, puisque c'est ce qu'on s'est dit. Vous arrivez débutant, mais après, vous pouvez aussi monter votre propre structure une fois que vous avez appris dans une structure comment ça fonctionnait, comme ça s'est passé en Angleterre pour la personne que vous connaissez. Donc... Et ce que vous dites est important parce qu'on parlait tout à l'heure du changement finalement de posture, de comportement, de mentalité, hein, de tout ce vivier d'employés potentiels. Il y a un autre chiffre qui est intéressant pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Aude. C'est qu'un travailleur sur 5, donc 20% quand même, accepterait même une baisse de salaire de 15% pour un espace de travail entièrement à distance. 72% des sondés estiment que le télétravail devrait être un droit garanti par la loi. C'est une étude qui vient de sortir. Hein. C'est pour ça que je suis tombée dessus. Je me suis dit, ça nous donne quelques chiffres qui sont quand même intéressants à intégrer, à prendre en compte. Évidemment, on ne peut pas repasser... Enfin, quoique, je dis ça, à distance, j'allais dire, mais avec tous les outils finalement technologiques aujourd'hui, on peut bien tatouer à distance, donc pourquoi pas repasser à distance, hein. Mais je pense qu'effectivement, Karine tout à l'heure évoquait le bien-être au travail. Ça, c'est une donnée qui est quand même importante. Oui, à la production, c'est très difficile de se détacher physiquement de son poste, mais au-delà de la production, toute l'équipe d'encadrement qui est là aussi, je pense que peut-être ça, c'est une donnée. Tu l'intègres, toi, Karine ? En fait, nous, on n'a pas voulu charter ou légiférer en interne sur le télétravail. Depuis le Covid, il est évident qu'en production, on n'a pas télétravaillé, hein, c'est une réalité. Par contre, les cadres, oui, ont eu cette flexibilité ou en tout cas cette contrainte pendant le Covid. Et quand on a eu le droit de sortir de chez nous, j'ai laissé faire. Et je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui va se produire ? En fait, très clairement... Non seulement on ne vit pas tout nu, mais en plus on est des animaux sociaux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je les ai vus tous revenir en fait. Parce que c'est quand même sympa d'avoir des collègues et de laisser le choix aux gens de dire j'ai besoin d'être hyper concentré, je vais rester chez moi parce que je dois produire un travail qui va faire qu'il faut que je sois isolée et c'est faisable pour certains métiers et ça marche. Par contre, ils reviennent parce que le repas du midi, la discussion avec les collègues, les rigolades, l'envie d'aller boire un verre après le boulot, c'est pas en étant chez soi, isolé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça n'existe pas. Donc l'intérêt aussi et la vie que les entreprises doivent aussi mettre en avant, c'est justement ce plus de vie ensemble. Voilà, et que la convivialité d'un moment partagé ne peut pas être remplacée à moins de vivre dans le métaverse et dans ce cas-là, d'avoir une vie totalement fantasque. Mais c'est important aussi de dire que nos entreprises et nos organisations, elles ont ce rôle social, l'isolement. On parle de maladie mentale, on parle de la désespérance ou du désespoir des jeunes. En fait, on est quand même fait pour vivre ensemble.
Je vais rebondir, parce que qui dit télétravail, Et ce sera le mot de la fin. voilà, on nous parle souvent, on nous demande souvent maintenant en formation continue, est-ce que vous faites ça en formation à distance? Enfin, peut-être que je suis déjà un vieux de la vieille, enfin, je ne sais pas, mais je pense que dans une formation, l'interaction entre les personnes, le social, est tout aussi, voire plus important que lorsque on a quelqu'un qui est face à un écran et qui est tout seul dans son truc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Oui, c'est peut-être plus pratique pour l'entreprise, pour le salarié, mais par contre au niveau résultat pédagogique, c'est absolument quelquefois catastrophique. Je pèse mes mots. Bon, en tout cas, merci à tous les quatre pour votre partage de connaissances, d'expertise. Je pense qu'on a fait un peu un tour global, très intéressant. Moi, je pense que pour mot de la fin, le petit slogan, ce serait de dire que entretenir du linge, c'est un métier d'avenir. Ouais. Merci à vous. Merci. Et merci à notre public. Merci.